Bonjour Marvin. Bonjour. Bienvenue dans mon incroyable histoire. Merci beaucoup. Marvin, tu viens de nulle part, tu n'es personne, mais toi tu y crois et tu te bats. Puis un jour, c'est inouï, tu décroches un contrat avec la star des stars et à 20 ans à peine, ça te propulse dans une autre galaxie. Je suis passé quand même de Nancy à Beyoncé là. Je suis arrivé au plus haut niveau. Je vais travailler pour Renaissance World Tour de Beyoncé, ça c'était incroyable. Il vous reste une demi-heure avant le service. Et on dit oui, chef. Dès l'âge de mes 15-16 ans, j'ai très peu d'amis. J'essaie de passer du temps autre part qu'à l'école. Quand je finissais les cours, à la place d'aller prendre le goûter, moi à 17-18 heures, j'allais à l'imprimerie. Je partais, je demandais à mes amis qu'est-ce qu'ils en pensent. Mes amis, très peu d'amis que j'avais, je demandais oui, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça serait pas sympa de faire des t-shirts, faire des pulls? Qu'est-ce que tu faisais à l'imprimerie? Franchement, déjà, je comprends pas pourquoi on m'a accepté. J'arrive, j'ai 15 ans, j'ai pas d'argent, je vais à une imprimerie, je dis bon bah moi j'aimerais bien faire broder ça sur mon t-shirt, j'ai dessiné ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu dessinais par exemple? Je dessine des pantalons, je dessine des casquettes, je dessine des sacs, beaucoup de t-shirts. C'est surtout par là que j'ai commencé, vu que je m'appropriais par rapport à mon style, qui était très sportswear, très streetwear. Quand je commençais à faire ça, j'avais subi quelques moqueries. C'était pas facile. La plupart du temps, je faisais des petits tweets. Je marquais un petit peu ce qui se passait dans mon histoire. Mais je mettais une petite écriture sur Instagram ou sur Twitter où je disais bon bah j'ai lancé mes premiers t-shirts, ils sont en ligne, vous pouvez aller les acheter. Puis il y a des gens de mon lycée qui commentaient en disant mais on s'en fout Marvin. Personne n'y croyait, même moi encore moins. Mais je me dis mais est-ce que je suis vraiment dans la bonne voie? Est-ce que je continuerai pas plutôt l'hôtellerie, faire ma bouche et puis c'est tout quoi. Personne ne voit que je m'intéresse pas à l'hôtellerie, que j'y suis parce que je dois y être, que je dois faire un cursus scolaire. Personne ne réagit vraiment. C'est hyper compliqué d'en parler. Il n'y a rien qui te ramène directement à la mode, à cet univers finalement. Ce qui t'a permis de croire que c'était possible. Il y avait ma grand-mère et mon grand-père, du côté de ma mère. Ils ont travaillé pour Adidas. C'était des ouvriers? Oui, c'était des ouvriers. Voilà, des couturiers, des mécaniciens. C'est surtout ceux qui font l'assemblage en fait du produit. Tout est déjà réalisé, c'est juste qu'il faut surtout assembler les produits, assembler les matières, coudre voilà ce qui va avec. Ça m'inspirait beaucoup. C'est un monde qui est un peu inaccessible. Travailler pour quelque chose que tu achètes, c'est fou déjà. Toi, t'as essayé plus jeune de fabriquer des baskets justement? Ouais, trop nul. Non? Ah non, en fait, dans la main d'œuvre comme ça, moi je me considère surtout comme un designer. Je dessine surtout. J'imagine plein de choses. Mais en fait, je vais réaliser un dessin et à la fin, je me dis mais ça, faut que je le rende réel. C'est là où je vais commencer à chercher des tissus. Je commence à aller chercher un atelier. En fin de compte, je me considère comme un designer, mais un entrepreneur surtout. Donc un artiste entrepreneur. Parce que quand à 17 ans, tu te dis je vais lancer une marque de vêtements, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. À 17 ans, normalement, tu te dis pas je vais créer ma marque de vêtements, tu te dis hop, je vais aller réviser mon bac blanc, mon bac de français. Quand en fait, j'ai pas du tout eu les mêmes idées que tout le monde. Et moi, mon talent, c'était ça. C'est juste d'être ambitieux, quoi. Oui, mais quand même d'avoir des idées. Ah ouais, les idées. En fait, t'as de l'imagination, t'as de la créativité, et t'imagines des dessins, t'imagines des pièces, quoi. Je dessinais des tenues entières. Je redessinais même les costumes qu'à l'école on portait. Je dessinais les costumes, j'imaginais même, je me disais mais pourquoi pas, je pourrais pas sponsoriser l'équipe de foot de ma ville de Nancy, je crois que ça s'appelle c'est la SNL, je crois, je sais plus c'est quoi. Je suis nul en foot, mais... Ok. Bref, en gros, j'imaginais un peu comment je pouvais habiller les sportifs du club et tout. Donc vraiment, tout partait de mon imagination. Mais je commençais surtout à écrire des mémoires. Des mémoires, c'est-à-dire? J'écrivais limite des mini-bouquins, quoi. Mais qui racontent quoi? Qui racontent comment je vais réaliser mon rêve, en fait. Ah bon? Ça, je l'ai jamais dit à personne, je l'ai jamais montré à personne. C'est vrai? C'est encore rangé dans des affaires chez ma maman, je crois que personne n'est au courant. Mais t'écris quoi, par exemple? J'écrivais un petit peu jusqu'où je devais aller pour réussir. Ok, je veux être au même niveau que des grands designers ou des grands créateurs. Comment je vais réussir? J'écris un peu les schémas. Je dis alors ok, il faut que en 2018, je sois à Paris, que je fasse ça. Ok, en 2020, il faut que j'aille à faire ça. 2023, il faut que j'aille faire ça, etc. On va voir après, mais t'as réussi là ces différents objectifs jusqu'à 2023? Et jusqu'en 2020, oui. J'avais noté qu'en 2017-2018, je voulais organiser mon premier événement à Paris et je l'ai fait. J'ai fait une boutique éphémère sur 2 jours. Je commence ma boutique éphémère. Le premier jour, la famille de Bob Sinclair qui arrive.
Chacola qui faisait à l'époque groupe des 4 queues, rappeur. Lucien Jean-Baptiste, c'est un acteur Et réalisateur de films. réalisateur de films et oui, qui fait aussi des voix, je crois. J'ai 17-18 ans, je suis à peine majeur, je vois qu'il y a ça qui vient, mais c'est pas possible. Mais on dit que les pensées sont créatrices, c'est-à-dire qu'à force de penser des choses, on finit par s'en approcher. C'est une des techniques pour réussir, quoi, de penser son succès. J'aime un peu la gloire, j'avoue, c'est un petit truc pour moi. C'est quoi, Non, mais en fait, ça me dérange pas d'être vu, ça me dérange pas en gros de montrer ce que je sais faire. Donc c'est plus que ça, là tu dis ça me dérange pas. J'aime un peu la gloire. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que j'aime montrer que je suis capable de faire ça. C'est un peu une recherche de reconnaissance là où j'en ai pas eu. Moi, j'ai pas forcément été reconnu par ce que je faisais par mon père ou ma mère. Et du coup, je cherche la reconnaissance autre part, par le public. Donc je faisais tout pour être en lumière. C'est ça que je mettais en avant finalement mes dessins, c'est pour ça que je partais à Paris pour explorer. C'est parce que j'étais pas reconnu, même au lycée, j'étais pas reconnu pour ce que je faisais. C'est pas un truc qui peut être trop... le mec cherche la gloire, il force à avoir... Non, c'est juste que en fait, c'est un ressenti, c'est un sentiment. Ça devait les énerver, ça, dans ton école hôtelière, si t'avais déjà cet état d'esprit à chercher la lumière, à dire moi, regardez ce que je fais, je voudrais dessiner les maillots de l'équipe de Nancy, etc. Mais t'estimes, tu te l'as raconté un peu que... Bah justement, j'évitais d'en parler, parce que sinon, à tout moment, on allait vraiment penser que j'allais me prendre pour je sais pas qui, quelqu'un que je suis pas. Mais est-ce que tu crois pas qu'il faut avoir un gros ego pour y arriver comme ça, pour être dans la lumière, Ouais, carrément. pour séduire? Ah oui, je pense, il faut viser plus haut que ce qu'on pense, hein. Donc toi, tu décides de te rapprocher de Paris et à 18 ans, après le bac, tu as ton bac quand même en école hôtelière. Quels sont tes moyens financiers et qu'est-ce que tu commences par faire? Donc quand je pars, la première étape, c'est de convaincre mes parents. Donc je trouve une école sur Parcoursup. C'est une école de mode? Même pas. C'était juste un argument pour dire à mon père et ma mère, je vais sur Paris pour faire ma vie, mais j'acceptais pas encore le fait de devoir dire pourquoi. D'accord, mais c'est une école de quoi? C'est un BTS de management. Ok. Rien à voir avec un truc management international. Je pars à Paris avec 0 €. Je réussis à avoir une petite bourse avec lequel du coup je paye pratiquement à 100% le petit appart que j'avais à Épinay-sur-Seine. Je découvre en fait vraiment ce que c'est déjà. Je découvre vraiment ce que c'est, à quel point c'est difficile. On est tous des gens qui veulent manger quelque chose en fait. Et j'arrive, je suis pas le seul à avoir des rêves. Le jour de la rentrée, en début septembre, on me convoque pour aller commencer les cours, j'y vais pas. Donc à partir de mes 18-19 ans, j'ai arrêté les cours pour me consacrer enfin à 100% à la mode. Tes parents le savent à ce moment-là que t'arrêtes? Bah là, il n'y a plus le choix de le savoir. Il n'y a plus le choix de le savoir. Donc là, oui, j'en parle. Mon père toujours un petit peu en survolant. Ma mère, elle le sait. Je lui dis, maman, écoute, moi j'ai une marque de vêtements. Enfin, pour moi, j'avais déjà une marque de vêtements. J'ai une marque de vêtements, je suis à Paris, laisse-moi 2 ans. Je travaillais au Galeries Lafayette pour faire de l'argent. Magnifique d'ailleurs, Boulevard Haussmann qui me rapproche beaucoup de mon domaine, qui est au final les vêtements. Parce que c'est là où tu as toutes les marques de luxe, tu as les marques de vêtements, tu as Citadium, tu as Printemps, Galeries Lafayette, tu as toutes les marques à Haussmann. Je travaille là-bas tout l'été. C'est ton premier été à Paris. Premier été à Paris. Et t'es là-bas, comme tu dis, t'es au centre de Paris et en plus dans ce milieu où il y a toutes les grandes marques Exactement. de luxe et de prêt-à-porter. Et ça, j'y accroche. Donc là, ça fait 2 ans que t'es à Paris. Ouais. Vu que j'ai commencé à être à Paris fin 2018, début 2019, le Covid commence à taper jusque 2021. Donc je suis à Paris en plein Covid. On est tous arrêtés de travailler, et puis c'est là où, en étant à Galeries Lafayette, mais en étant en arrêt à cause du chômage partiel qu'on a connu, c'est là où je me fais appeler par un contact à moi. Il me dit, Marvin, je sais que t'es dans les sapes, je sais que t'aimes bien les vêtements, il y a un clip à tel endroit, telle adresse, viens avec une valise remplie de vêtements. Moi, je prends l'opportunité, je me dis, mais je suis venu pour ça, en fait. Je sais même pas ce qui m'attend là-bas, hein. Je suis venu pour ça, j'y vais. C'est là où je me rends compte, du coup, que c'est un clip pour des chanteurs et des rappeurs. Je me rends compte que je dois aider à les habiller, en fait. Oui, et tu pars avec une valise de quelle fringue? C'est la question, c'est que même moi, je ne savais pas quoi mettre au départ dedans. Je me dis, mais en fait, pour qui je vais habiller? Ils me disent, prends des vêtements pour mec, pour homme, viens avec un maximum, voilà un peu la thématique du projet. Donc moi, je commence à démarcher pour la première fois des showrooms, des marques de vêtements, des agences de presse. Et ils commencent à me prêter des vêtements aléatoires.
et avec lequel je dois réussir à créer des tenues. Donc créer des tenues avec des vêtements aléatoires comme ça, c'était assez compliqué. Donc je prends le métro, j'ai une grande valise, vraiment une belle grande valise où j'ai plein de vêtements différents dedans, de plusieurs marques, toutes marques un peu. Ces marques, elles t'ont prêté ces vêtements? Elles ont accepté. En fait, dès ce moment-là, dès qu'on m'a dit Marvin, viens pour un clip, je me suis dit, ça c'est un métier de styliste. Donc je me suis dit, je vais prendre le statut d'un styliste. Même si je suis pas officiellement un styliste, je me dis, je vais prendre le statut d'un styliste, c'est par là qu'il faut que ça commence. Cette collaboration, c'est une des premières collaborations où tu commences à tilter que il y a un truc à faire et tu commences à comprendre un peu les rouages du truc. Tu vas en enchaîner régulièrement? Plusieurs. Je fais beaucoup de stylisme au fit. On m'appelle beaucoup pour habiller des célébrités, habiller des rappeurs, des mannequins et habiller des marques. Pour des publicités, plein de choses. Donc là où je commence à me dire, en fait, je suis un styliste, quoi. En 2022, tu contactes un gars qui pèse, ou en tout cas qui va peser sur ta carrière à toi, quoi. C'est vrai. C'est le cousin d'une star. Je sais que c'est un styliste, mais je ne le connais pas trop. Il s'appelle Kelvin Moody, qu'on appelle KG dans le milieu. Et en gros, je le suis sur Insta depuis quelques mois. Lui aussi me suit en retour, surprenant déjà. Et puis, je lui envoie un message, je dis « Bon, je sais que tu es à Paris. Moi, j'aimerais bien en apprendre plus sur ton métier, parce que le métier styliste aux États-Unis, c'est pas le même niveau qu'en France. » Il accepte ma rencontre, sans forcément me connaître. C'est Paris Fashion Week, on sort, je suis à Paris, Paris. Donc, let's go, quoi. J'y vais au final, voilà, il m'a dit ouais, t'as un bon style et tout. J'en apprends énormément durant cette soirée. Il m'avoue aussi tout, hein, le salaire que ça peut avoir, l'ampleur qu'il y a aux États-Unis, comment ça se passe, c'est quoi l'envers du décor, etc. On reste des heures ensemble à parler. Et c'est là où il m'avoue que du coup c'est le cousin de Beyoncé. Je finis le rendez-vous avec lui, on se dit bon ok vas-y thank you, bye bye. Quelques mois après, début 2023, moi, je suis beaucoup ce qui se passe dans la musique. Je vois que Beyoncé annonce une tournée mondiale. Et le styliste en question que j'ai rencontré en 2022 m'envoie un message début 2023. Il me dit « Marvin, je suis arrivé à Paris. Si tu veux, j'ai un job pour toi. Rendez-vous à telle heure, telle adresse. Tu seras payé tant. » J'y vais, je ne pose pas de questions. Tu captes là? Pas encore vraiment. Non? Pas vraiment. En fait, je savais très bien que pourquoi il était venu, c'est surtout pour travailler avec Beyoncé. Mais je ne savais pas quelle mission j'allais faire. Ni moi à quoi j'allais servir. Donc je reçois le message là vers minuit, le lendemain je devais y être pour 10h, 11h, et je me retrouve à la Défense Arena, privatisé à 100% pendant un mois pour Beyoncé. Je rentre dans la Défense Arena, je croise un staff de 300 personnes, je suis le seul Français. Du coup quand je rentre, je prends toutes les émotions, elles sont en moi. Je garde tout pour moi, je peux pas prendre de photos, je peux pas immortaliser le moment, je garde tout pour moi et c'est trop dur. Je me rends compte que je vais être styliste parce que c'est mon job. Et lui, il sait que c'est mon job. Donc, tu es styliste là pendant un mois? Pendant quelques semaines, durant la préparation de la tournée. Alors, c'est quoi le travail? Le travail, c'est tu prends soin des vêtements, tu repasses les vêtements, tu construis les tenues, tu déballes des vêtements, tu reçois des vêtements, tu reçois de toutes les marques. Louis Vuitton, Alexander McQueen, Tiffany & Co, Jacquemus, Chanel, toutes les marques. Toutes les marques que tu peux penser veulent travailler avec Beyoncé, donc tu reçois énormément de marques, énormément de chaussures, parfois 2-3 paires de chaussures qui sont identiques, c'est juste la taille qui change. Donc toute ta journée, tu passes à trier des vêtements. À trier et à faire des propositions d'assemblage, etc. On est une équipe de 8 stylistes. Moi, je suis l'assistant de KG. Moi, je suis là vraiment pour faire en sorte que tout se passe bien et que lui, lorsqu'il va habiller Beyoncé, tout soit nickel. Qu'est-ce que t'adores là? Parce que là, c'est adrénaline et je me dis que je suis arrivé au plus haut niveau. C'était fou quoi, dire je vais travailler pour Renaissance World Tour de Beyoncé, ça c'était incroyable. Vraiment, pour le coup, c'était un truc de fou. Pourquoi c'est le plus haut niveau, Marvin, ça? C'est l'égal de Michael Jackson en femme. Tout simplement déjà pour commencer. 30 ans de carrière, régularité de dingue. Et aussi parce que en fait, c'est un rêve de se dire que tu es un Français, que tu vas travailler avec les États-Unis en fait, parce qu'au final, l'Amérique c'est là où le divertissement est le plus monstrueux dans le monde. C'est leur domaine, le divertissement. Donc en fait, c'est là où tu atteins le Graal. Beyoncé, c'est aussi la reine, l'extravagance, le sexy, le tout en fait. Dans tout? Dans tout, dans les vêtements, dans la façon de travailler, dans tout est là en fait. C'était la première fois que je travaillais comme ça. Et puis franchement, expérience de fou. Et c'est là où je dis bon là c'est bon, je vis vraiment du stylisme. Je suis passé quand même de Nancy à Beyoncé là.
Est-ce que c'est partagé ça dans le monde justement? Le Graal aujourd'hui, c'est d'habiller Beyoncé? Non, Non. ça c'est des rêves perso. Habiller des mannequins pour Chanel par exemple, je sais pas. Ou même habiller Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio. Parce qu'eux-mêmes aussi ils ont des styles. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait chaque personne qu'on voit dans la télé ou quoi, ils ont des styles, c'est des gens qui les habillent. C'est pas leurs vêtements à eux. Les gens ils ont pris des vêtements qui appartiennent à des stylistes. Et tu rencontres Beyoncé quand même? C'est une rencontre assez rapide. Ouais, mais bon. Oui, il y a quand même. Après, c'est de la politesse. Il y a des bonjours, il y a des salutations, il y a des regards. L'une des personnes qui m'a dit bonjour en premier, c'était Jay-Z à la cafétéria. Et il m'a salué parce que vu que j'étais l'un des seuls Français, il mange tout seul à table. Et c'est là il me dit bonjour parce qu'il a vu que j'étais seul. Mais c'est des rares moments. Après, le reste du temps, c'était travail. T'as essayé de faire la différence quand t'étais là-bas, tu dis on était 8 stylistes. Ouais. Donc ça se tire la bourre, non? Il faut se faire remarquer, il faut essayer de proposer des choses différentes. Différentes, c'est le mot qui t'a construit. Faut quand même que tu montres que tu en vaux la peine. Ça, c'est clair. Tu peux pas être là et ne rien faire et ne faire seulement ce qu'on te dit de faire. Il faut quand même que tu fasses des propositions. Il faut montrer de quoi tu es capable. Mais dans tous les cas, j'arrive quand même dans un milieu où ils sont établis. Ça fait 10 ans, ils sont dans le métier. Moi, à ce moment-là, j'avais même pas encore 23 ans. J'avais 22 ans. À 22 ans, je découvre le monde, moi. Donc même si je voulais en imposer, c'était compliqué. Mais je me disais, il y avait quand même quelque chose à faire. T'as quand même réussi ton coup, tu crois? J'ai quand même réussi mon coup. En travaillant pour Beyoncé, il y a des choses qui m'ont surpris, mais positivement. C'est des façons de travailler. C'est qu'en effet, elle a une silhouette, elle a un sosie, entre guillemets, qui correspond à sa silhouette, à son physique. Pas forcément, tout, exactement la morphologie. Pas forcément le visage trait par trait. Mais de loin, tu te dis, c'est pas Beyoncé. Et du coup, qui faisait tous les essayages pour elle. Parce que Beyoncé n'a pas forcément que ça à gérer, il y a plein de choses à faire. C'est quand même une organisation globale. Il faut qu'elle connaisse toutes les chorégraphies, il faut qu'elle répète ses musiques, il faut qu'elle puisse danser, il faut qu'elle puisse se changer 7 fois sur scène. Il faut qu'elle puisse faire des répétitions, installations, il y a plein de choses à faire, tellement de choses à faire. Donc ouais, ça c'était le truc qui m'avait le plus marqué jusque-là aujourd'hui dans ma carrière, c'est le fait d'utiliser un sosie pour essayer les vêtements, quoi. Ça c'est fou ça. Donc comme c'est pas forcément elle qui choisit aussi, du coup, faut choisir à sa place. Il faut savoir ce qu'elle aime. Qu'est-ce qu'elle aime, Beyoncé, aujourd'hui? Elle aime à partir du moment où il faut se mettre en avant, que ce soit sexy, chic, bling bling, le plus unique aussi possible. Et la plupart des vêtements qu'elle porte, c'est customisé. Mais vraiment, le plus luxueux possible et vraiment quelque chose qui la respecte elle et qui respecte les marques. C'est une patronne, c'est une bosseuse, donc elle cherche vraiment d'être pointilleuse partout. C'est en 2023 où je me convoque pour le Festival de Cannes. Gros step. Il fallait que j'habille une actrice, et une actrice et une mannequin, et un producteur indien de films. Et du coup, pour passer le tapis rouge, il fallait que je les habille. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? On me paye mon logement, on me paye ma nourriture, on me paye le transport pour que j'habille quelqu'un. Pour moi, c'est infaisable. Comment ça, on me paye pour que j'habille quelqu'un? Je trouvais ça fou. J'ai dit, let's go en fait. Mais le métier styliste, pour moi, je commençais déjà à voir clair dans ce métier-là et à me dire que c'était aussi surtout un métier un peu de petit toutou. C'est un métier de riche. C'est un métier où tu es au service de quelqu'un, tu mets en lumière quelqu'un. Je comprenais tout de suite que j'allais pas me mettre en lumière moi en faisant un métier styliste, mais je kiffais. J'adorais. Parce que le métier de styliste, pour bien comprendre, c'est pas un métier de créateur. Tu mets quelqu'un en lumière et toi, tu t'effaces. Le styliste, il est connu souvent. Il y a des stylistes connus, hein. Ouais. Mais je sais ce que j'essaie de faire, justement, de pas vraiment rester dans l'ombre. Styliste connu, j'en connais, moi, ou non? Un styliste connu que vous pourrez connaître, non. Je suis pas sûr. Hein. C'est vrai que c'est pas. Après, il y a des stylistes que les gens ils vont dire, ouais, mais si lui, c'est un styliste. Non, il faut vraiment comprendre qu'il y a différents métiers. T'as directeur artistique, directeur créatif, styliste, designer, etc. Par exemple, Pharrell Williams, c'est un directeur créatif. D'accord. Mais les gens ils vont dire, oui, mais c'est un styliste parce que les gens ne connaissent pas vraiment en fait les termes de la mode. Le styliste, il a un vrai impact sur la carrière des gens qui l'habillent. Le but, c'est de mettre en valeur une personne, de faire en sorte que son image soit belle. Toi, ton métier, c'est vraiment d'apporter le style. Tu as un conseiller image, comme Cordula. Elle fait du stylisme, elle rhabille les gens, c'est du relooking. Ouais. Donc, moi, je voyais ça déjà à la télé, moi, à l'époque, qui m'inspirait beaucoup. C'est ton modèle? Non! Mais c'est vrai que j'aimerais bien être à sa place. M6, si tu nous entends, et Christina Cordula, si tu veux prendre ta retraite. Si elle veut, quelqu'un qui veut prendre le relais, je suis chaud. Vraiment.
Mais c'est un métier de kiffant, c'était vraiment dans le backstage. C'est la kiffance, mais en même temps, tu me dis, mais c'est un truc de toutou. Donc en fait, aujourd'hui, t'en es où? Tu veux plus être styliste? Si. Si. Je suis hyper content de ce que je fais. C'est un métier de passion. Mais du coup, pour en revenir au Festival de Cannes, pour moi, c'était une opportunité de fou. Comme tu deviens un styliste, tu te dis, il faut que j'apprenne l'anglais. Parce que t'es pas bon en anglais, j'imagine, à ce moment-là. Et tu te dis, mais dans ce milieu-là, il faut parler anglais. Il n'y a pas le choix. Comment tu fais alors? Je commence à discuter avec des anglophones sur les réseaux sociaux, je leur parle, je dis comment tu fais ça, ok j'aime bien ton style, j'écris tout en anglais en essayant de ne pas utiliser les traductions et tout. Je leur parle. Je parle vraiment virtuel, je parle aux gens. Et jusqu'à aujourd'hui, là où je suis bilingue, et ça me sert, c'est grâce à ça que j'ai pu avoir certaines opportunités. Une de tes qualités, on parlait de ton esprit créatif, mais aussi c'est le culot et la tchatche, quoi. J'ai quitté Nancy pour aller à Paris, c'est pas pour être timide. Non mais c'est impossible. Donc moi, j'y allais quoi. Je parlais, et je parlais comme ça, sans vergogne, je crois que ça se dit ça. Sans vergogne. J'y allais, je parlais. Et c'est comme ça que même mon père un jour, il m'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, et qui me dit Marvin, comment tu fais pour parler anglais alors qu'il y a 3 ans de ça, tu parlais pas un mot anglais. Je me dis mais papa écoute, je suis un gars sociable. Non mais en vrai, je suis sans vergogne. Non mais en vrai, j'y suis allé vraiment hyper sociable. Ça c'est un de mes atouts. C'est vrai que c'est un bel atout. Aujourd'hui là, devenu un pro de la mode, ça veut dire que tu as le flair pour la tendance actuelle. J'espère. T'espères, mais tu fouilles partout, t'es beaucoup sur les réseaux, je sais pas, tu regardes les gens. À l'affût un maximum, moi. Comment tu fais pour t'inspirer? Et est-ce que tu peux me dire, la tendance actuelle, elle va vers quoi là? La tendance à venir, c'est je pense que les gens maintenant, ils se préoccupent plus trop de savoir si ça plaît ou pas. Les gens, ils veulent s'habiller dans le confort, dans le plus efficace possible. Et on n'a pas tous les moyens, donc les gens, ils achètent des choses intemporelles. Ça va vers ça, en fait, l'avenir. Tu parles pour moi, quoi. Une paire de baskets simple. C'est ton personnage. Ouais, enfin c'est simple. Je sais pas du tout comment mêler des accessoires, des machins. Ah, il faut oser. Il faut oser. Si tu ne oses pas, c'est mort d'avance. Quand même accepter d'être, comme tu dis, différent. Un jour ou l'autre, de toute façon, il faudrait y passer. C'est pour ça que moi, vu que j'y suis passé très tôt, maintenant, bah, c'est bon. En fait. On te taillait un peu sur tes tenues et tout, Bah, de toute façon, comme tout enfant se fait critiquer de toute manière. Voilà. Après, bon, voilà, comme j'ai dit, je suis pas à plaindre. J'ai pas du tout vécu une enfance malheureuse. Faut pas inventer des choses, mais vraiment, j'ai vécu plein de choses qui font que ça m'a forgé pour maintenant oser, en fait. Je suis pas la personne, par contre, je suis pas la personne qui connaît le plus la mode, ni la personne qui s'habille le mieux, mais je suis quelqu'un qui se sent libre. Et le plus important dans la mode, c'est se sentir libre. Après l'expérience Beyoncé, ce truc qui est l'étape suprême qui te propulse vers autre chose, tu es quoi? Tu es styliste? Tu tends vers autre chose? C'est quoi ton... Maintenant, j'aimerais me focaliser un maximum dans ma marque. C'est pour ça que je vais bientôt faire un défilé pendant la Paris Fashion Week. Mon premier défilé que je vais organiser. Et maintenant, je veux surtout me considérer comme un directeur créatif aussi, directeur artistique. Du coup, je suis capable de tout faire. D'être designer, d'être styliste, d'être auto-entrepreneur et d'être créateur. Donc, pour bien comprendre sur la Fashion Week, c'est quoi? C'est imaginer le défilé, Ouais. Le défilé, les vêtements qui seront portés, mais avec tes créations? Ouais, là pour le coup, c'est avec mes créations. C'est quoi le nom de ta marque? C'est MCD, c'est mes initiales. Et en fait, ça permet juste d'être authentique. Donc, c'est du prêt-à-porter, là. Et c'est quoi, là? L'univers, c'est plus streetwear, sportswear. Au final, c'est un peu un retour à l'enfance. Les couleurs, les formes, c'est quoi? C'est masculin, déjà? C'est un peu mixte. Masculin et féminin, pour la Paris Fashion Week, c'est la première fois que je vais faire de la femme. Donc là, je vais créer des vêtements pour femmes. Ben, je suis super content que tu sois venu, que tu nous racontes ton histoire, où vraiment j'ai l'impression que tu es parti avec peu de chance, mais que tu te les aies données au fur et à mesure et que tu continues. Et c'est assez incroyable ce parcours où
où tu réussis à aller vers quelque chose que tu as imaginé, une réussite. Tu n'avais pas forcément rêvé Beyoncé, mais c'est le plus beau et le plus grand que tu pouvais imaginer. J'imagine que tu as plein de rêves encore aujourd'hui. Et si on doit te souhaiter une chose là pour l'avenir, pour les 2-3 ans à venir, c'est quoi? Le bonheur et voilà, la régularité. Le bonheur et la régularité. Bon, c'est simple. C'est pas trop audacieux. C'est pas trop, hein. Là, j'ai pas trop demandé, hein, c'est vrai. Et merci, hein, vraiment. Merci beaucoup pour l'invitation, merci pour tous et pour l'équipe. C'était un super moment, j'ai adoré. Merci Marvin. Vraiment. Merci Jean-Charles. Ok. Ok. Bon, bah je crois que là... Ah mince.